Bienvenue au balado officiel des Alouettes de Montréal. Mon nom est Joey Alfieri. On appelle ça le podcast. Cette semaine, mon collègue, mon co-animateur, Sam Boulay-Grimard n'est pas avec nous. Il sera de retour la semaine prochaine, mais j'ai un invité spécial qui va se joindre à nous un peu plus tard. Le garde à droite partant, âgé de 38 ans, Monsieur Christian Matt. Donc, évidemment, Christian qui est revenu, qui a décidé de revenir pour au moins une autre saison avec les Alouettes. Ça sera sa 14e saison avec les Alouettes dans le football professionnel, toute une carrière pour le numéro 51. Donc, on va parler à Christian Matt très bientôt. Évidemment, il y a plein de nouvelles aux alentours des Alouettes cette semaine. Évidemment, avec les porteurs de ballon, il y a eu plusieurs situations, deux situations qui ont fait un peu de bruit. Donc, premièrement, évidemment, William Stanback qui a été libéré, lui qui allait être agent libre le 13 février. Ça, c'est une grosse nouvelle qui est sortie un peu plus tôt cette semaine. On en a parlé un tout petit peu dans le balado anglais qui sort tous les mardis. Le balado français sort les jeudis. Mais il y a aussi une autre nouvelle qui est sortie un peu plus tôt aujourd'hui. Peut-être vous l'avez pas vu, peut-être je vous l'annonce en primeur. Mais l'autre demi-offensif américain, Walter Fletcher, a signé un contrat d'1 an avec les Alouettes de Montréal. Donc, il y a des bonnes chances que Fletcher va rentrer au camp d'entraînement à Saint-Jérôme cet été, euh, premier sur la charte des positions, mais il va avoir de la compétition. Tu sais, on a vu Marcus Williams, l'ancien de Louisiana Tech, qui a signé Mike Weber Jr. aussi de Ohio State. Donc, il y a une couple de porteurs de ballon américains euh, qu'on ne connaît pas parce qu'on les a jamais vus jouer dans la Ligue canadienne de football, mais il devrait avoir une compétition féroce, mais quand même, il faut saluer le travail, pas juste le travail que Walter Fletcher a fait depuis les 2 dernières années, mais il faut aussi souligner le fait qu'il a été très patient. Après des grosses performances, tu sais, aussitôt que Stanback était en santé, euh, c'est arrivé une couple de fois où les deux porteurs américains ont joué en même temps dans le même match, mais pas souvent. Donc, tu sais, quand on amenait Stanback dans la formation, c'est sûr qu'il fallait sortir Fletcher à cause du ratio. Donc, pas évident pour Fletcher, mais c'est un professionnel et il a été très patient. Tu sais, c'est toujours un bonhomme souriant qui rentre dans le vestiaire, qui rentre au boulot avec la bonne attitude. Donc, Walter Fletcher revient et il aura sa chance de devenir le demi-offensif partant des Alouettes avec un bon camp d'entraînement. Il pourrait solidifier sa place sur 18 matchs parce que moi, écoute, il est tellement différent de Stanback dans le sens où Fletcher est capable de bloquer, mais il est plus petit, il a des meilleures mains. C'est sûr que il est plus rapide. Stanback, c'est plus un power runner, un bonhomme qui est colosse, qui est fort, qui est difficile à arrêter à cause de sa force et de sa grandeur. Fletcher, c'est pas ça. Fletcher est agile, Fletcher est rapide. Il peut être un genre de dépanneur pour Cody Fajardo quand il y a de la pression ou quand un receveur n'est pas ouvert, ne se démarque pas. Tu sais, tu fais une petite passe à Fletcher dans l'espace et c'est sûr que il est capable de faire, tu sais, de créer des plaqués ratés. Stanback aussi, mais c'est différent. Stanback, c'est des plaqués ratés parce que tu voulais pas le plaquer parce que ça faisait mal. Avec Fletcher, c'est un autre scénario. C'est vraiment la rapidité qui cause des maux de tête pour les défensives adverses. Donc, content pour Walter Fletcher. C'est sûr qu'avec Stanback, tu sais, c'est un joueur dans la Ligue canadienne de football et dans le football professionnel. C'est sûr qu'on ne voit pas des joueurs rester dans une ville très longtemps. Donc, Stanback qui est là depuis 2018. Tu sais, l'année passée, sa famille a déménagé des États-Unis à Montréal pour vivre au Québec à l'année longue. Donc, c'est sûr que ça fait mal. Mais avec, euh, avec des demi-offensifs, on dirait qu'il y a beaucoup de changements, même dans la NFL. Tu sais, si on regarde ce qui s'est passé, si vous suivez la NFL un peu, ce qui s'est passé, par exemple, avec les Giants de New York et Saquon Barkley. Saquon Barkley voulait un contrat à long terme, mais
les Giants ne voulaient pas signer leur demi-offensif. Il était talentueux, mais tu sais, il a vécu à travers des années difficiles en termes de blessures. Donc, ils voulaient pas donner un contrat à long terme. Donc, ce qu'ils ont fait, ce qui est différent dans la NFL, on peut offrir ce qu'on appelle un franchise tag. Donc, tu sais, c'est un genre de salaire de la concession. Donc, on offre mais on l'offre même pas, on l'impose sur le joueur. Donc, tu as le droit de faire ça une fois par année, mais ce que ça donne, c'est que c'est un contrat d'un an qui va à un joueur à n'importe quelle position, puis tu prends la moyenne, je pense que c'est les trois joueurs avec le plus gros salaire, tu prends leur moyenne à cette position-là. Donc, dans le cas de Saquon Barkley, on prend la moyenne des trois porteurs de ballon les mieux payés de la ligue et avec cette moyenne, ça devient son salaire pour l'année qui s'en vient. Mais c'est un contrat d'un an à ce salaire-là, donc un salaire très élevé et le contrat est complètement garanti. Donc oui, tu payes cher, mais tu payes cher juste pour une année. C'est pas un contrat de plusieurs années. Donc, tu sais, on le voit même dans la NFL, les porteurs de ballon, les directeurs généraux, ils veulent pas payer le grand prix pour ces joueurs à cette position-là. Donc, tu sais, c'est pas évident dans la situation stand-back qui a été très appréciée sur le terrain, en dehors du terrain, dans la communauté aussi. Mais c'est les choses qui arrivent dans le football professionnel, malheureusement. Donc c'est ça la situation présentement. Stanback est agent libre en ce moment et c'est Dave Naylor, le journaliste de TSN, qui a mentionné plus tôt aujourd'hui que les Riders de la Saskatchewan seraient parmi les équipes qui seraient intéressées à William Stanback. Évidemment, il y a Trevor Harris qui est rendu là qui est ancien coéquipier de Stanback ici à Montréal. Donc, c'est sûr que Trevor aurait sûrement parlé à son directeur général, Jeremy O'Day, pour dire, ah, Stanback, ça devrait nous intéresser. Et évidemment, leur demi-offensif partant les dernières années est Jamal Morrow. Et Jamal Morrow devrait devenir agent libre ou pourrait devenir agent libre le 13 février. Mais si on regarde, tu sais, les Alouettes sont pas la seule équipe qui euh, prennent des chances avec, mais pas, c'est pas prendre une chance, c'est pas le bon terme, mais tu sais, c'est pas la seule équipe qui est prête à laisser aller leur demi-offensif, voir ce qu'il y a dans le marché des agents libres. AJ Wallet à Toronto, il n'y a pas de contrat, il va devenir agent libre. On a mentionné Morrow, ça c'est un autre. Kadeem Carey qui était le partant à Calgary, lui il se trouve sans contrat. Donc, tu sais, Devontae Williams vient de signer avec le Rouge et Noir, mais lui aussi il avait des chances de devenir agent libre, mais il vient de signer aujourd'hui. Donc, tu sais, il y a plusieurs euh, running backs qui vont être disponibles quand le marché ouvre le 13 février, mais il manque du travail. Il manque du travail de partant. Donc, c'est sûr que ça va être intéressant de voir le marché. Tu sais, combien ils vont aller chercher ces demi-offensifs-là? Euh, j'ai pas de confirmation de ça, évidemment, mais dans les médias, on parle que Stanback était le demi-offensif le mieux payé de la Ligue à 170 000 l'an passé. Donc, c'est sûr que quand on décide de payer des Sean Lemon, des Mustafa Johnson, des Darnell Sankey, des Tyrese Beverett en défensive, c'est sûr que ça laisse beaucoup moins d'argent pour les joueurs en attaque et des autres positions. Donc, c'est ça pour la masse salariale des Alouettes. C'est sûr qu'il fallait couper à un certain point, à une certaine position aussi. Et ils ont décidé de faire cela. J'imagine que Walter Fletcher a un salaire beaucoup plus bas que ce que Stanback a fait l'an passé, mais on n'a pas ces chiffres-là. C'est pure spéculation de ma part. L'autre grosse nouvelle, c'est la perte de Luol Uguak, l'allié défensif recru qui a été repêché septième au total dans le repêchage de la Ligue canadienne l'an passé. Il a connu toute une deuxième moitié de saison. Écoute, il y avait des gros jeux, le gros plaqué près de la ligne de mêlée.
contre les Blue Bombers, je m'en souviendrai toujours. Ce plaqué-là était solide contre le demi-offensif Brady Oliveira. Et en passant, by the way, Brady Oliveira de Winnipeg, aussi agent libre le 13 février. Et lui, il est jeune, il est canadien, il vient de connaître une saison de rêve. Donc, c'est lui sûrement qui sera le meilleur ou le demi-offensif le plus avec le plus haut salaire. Donc, ça fait un autre. Donc, tu sais, le marché des joueurs autonomes. Il y a plein de demi-offensifs qui sont disponibles. Donc, j'ai hâte de voir les salaires, si ça sort dans les médias, les salaires que les demi-offensifs vont faire. Mais oui, Lowell Uguak signe avec les Buccaneers de Tampa Bay. Ça va être intéressant de voir. C'est tout un spécimen, tu sais, 6 pieds 5, des bras qui sont assez longs. Donc, tu sais, c'est un gars qui est ultra talentueux. Il a joué en tant que joueur de 22 ans l'an passé. Donc, il est tout jeune. Et ça fait un deuxième joueur des Alouettes qui quitte pour la NFL cette saison morte. Évidemment, Austin Mack, il y a une couple de semaines, a signé un contrat avec les Falcons d'Atlanta. Donc, Luol Uguak ne sera pas de retour pour débuter la saison, évidemment, dans sa situation à lui. Uguak signe un contrat il a signé un contrat recru l'an passé, donc c'est un contrat de 3 ans avec les Alouettes. Donc, si il ne réussit pas à se tailler un poste avec les Buccaneers cette année, ou qu'il se fait couper après la saison 2024, ses droits appartiennent aux Alouettes pour les 2 prochaines saisons. Donc, pour 2024 et 2025. Donc, s'il revient au Canada, ça sera avec les Alouettes de Montréal. All right. Notre prochain invité est 2 fois champion de la Coupe Grey, le plus vieux joueur sur l'équipe, mais le plus beau aussi, Monsieur Christian Matt. Christian, comment ça va? Bonjour, ça va super bien, merci. Je savais pas que tu pensais que j'étais si beau que ça, mais ça va bien, merci. Je vais te le dire plus souvent parce que c'est la vérité, honnêtement. Dans mon bureau ici au Stade olympique, j'ai plein de photos de toi sur le mur sans Ah, casque. Donc, c'est surprenant, ça. ouais, un Je les peu ai jamais bizarre. vus. Un peu bizarre, mais oui, je suis vraiment un grand fan du 51. Félicitations pour le nouveau contrat. Parle-moi un peu Merci de ta, beaucoup. ouais, parle-moi un peu de ta décision, Christian, parce que tu sais, des fois, on pense que tu gagnes le championnat puis tu veux prendre ta retraite quand tu es on top, mais toi, clairement, tu voulais pas. Est-ce que ça a pris longtemps à prendre ta décision ou tu sais, puis comment est-ce que tu es venu à cette décision-là? C'est sûr que oui, il y a beaucoup de gens que quand on gagne plus tard dans notre carrière, ils vont penser que c'est le temps d'arrêter. Mais en même temps, le travail qu'on met à tous les années, puis le fun qu'on a avec le groupe qu'on a, c'est aussi quelque chose que c'est des facteurs aussi, et aussi le niveau de jeu, etc. Alors pour moi, ça a pris un petit peu de temps pour prendre ma décision, mais je pense que je le savais même avant les séries l'année passée. Je l'ai dit plusieurs fois que même, je pense que c'est juste avant les séries, je pense que j'ai parlé avec ma femme et puis elle dit, tu joues encore du bon football? Est-ce que tu joues encore l'année prochaine? Et puis, je pense que j'ai juste donné un petit clin d'œil parce que en arrière, tu sais, je pensais que oui, je veux jouer encore. C'est pas fini. Je pense que j'ai encore beaucoup à donner. C'est sûr que avec l'âge, tu sais, c'est sûr qu'il faut prendre un peu, faut regarder les bobos qu'on a pendant une saison pour voir si on est capable de guérir. Mais honnêtement, j'ai été chanceux pendant ma carrière. Pas beaucoup de blessures, rien de trop grave. Je me sens encore super bon, je me sens encore jeune. Les gars à côté de moi, ils m'ont aussi tous donné leur opinion que je devrais revenir. Alors, j'ai pris le temps après la saison, après qu'on a gagné. Il y a eu un moment, même tout de suite après la Coupe Grey, je pense une demi-heure après sur le terrain, que j'ai dit à ma femme puis mes enfants, ça serait le fun de vivre ça encore une autre fois. Mais regarde, ça, c'est des vagues. C'est les montagnes russes après qu'on gagne. Fait que j'ai pris une couple de semaines. Puis après ça, Danny m'a contacté. On a parlé un petit peu. Et puis après ça, ça s'est déroulé super bien. Puis je suis juste content d'être de retour. Comme je dis, je pense que j'ai encore beaucoup à donner pour l'équipe. Et puis pas juste sur le terrain, mais aussi dans le vestiaire, côté leadership. Alors, non, j'ai hâte. Puis j'ai hâte à continuer. Puis j'ai hâte que les Alouettes continuent à progresser en 2024. C'est quoi la pire blessure avec laquelle tu as joué dans ta carrière? Ouh, ça, c'est une bonne question. J'ai eu 2 blessures la même année. Je pense que c'est 2017.
que j'ai eu un déchirure dans mon labrum de mon épaule, mais j'ai réussi à jouer la saison. C'est arrivé dans le camp d'entraînement. Puis l'histoire, c'est un petit peu drôle. C'est arrivé dans le camp, puis c'est le coach de O-line dans le temps qui me l'a fait. Fait que c'était même pas... Il essaie de nous montrer une technique, puis mon Dieu que ça a fait mal. Puis Non, c'est non, pas non, une attends, technique. attends, non, non, attends une seconde, là. J'ai besoin de l'histoire au complet. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, tu sais, nous autres, sur la ligne, on pratique plusieurs techniques. Tu sais, on les utilise pas toutes, mais notre entraîneur, il a dit qu'il a vu un joueur dans la NFL utiliser ce qu'il appelait le chicken wing contre un move qui s'appelle le club move d'un joueur de ligne défensive. Et puis, lui, c'était de lever le bras comme un aile de poulet. Et puis, quand il club, tu le pognes puis tu twists. Mais il me l'a montré, puis en me le montrant, il a peut-être été un peu fort, puis ça a fait un petit déchirure dans le labrum. Ouf. Alors, j'ai joué avec ça quasiment toute l'année, jusqu'à, je pense, la semaine 15. Puis on jouait contre Edmonton. On n'était pas dans les séries. Notre fiche était vraiment pas bon cette année-là. Et puis, c'était la dernière game, je pense, qu'on avait même une chance de faire les séries. On jouait contre Edmonton. Puis le fameux Mondo Sewell, il était là. Il Ouais. a essayé de faire un plaqué sur Sutty dans le champ arrière, mais il était très loin. Il était même pas proche. Puis je pense que c'était dans le troisième quart, si je me trompe pas, début troisième quart. Puis il m'a tombé dans les jambes en arrière. Et puis j'ai eu une petite fracture sur un les os dans mon pied. Alors, cette Ouh. saison-là, c'était la pire saison. J'ai fini la game quand même. Puis on a vu après que j'ai pas fini la saison. Alors, j'ai manqué 3 matchs cette année-là à cause de ça. Mais je pense que c'était la pire année, c'était les pires blessures que j'ai eues. Parce qu'à part de ça, sur la ligne offensive, c'est souvent les doigts. On fait mal à nos doigts, des affaires de même. Mais comme on dit en anglais, knock on wood, c'était rien de trop grave ou majeur à date. C'était qui le coach? Peux-tu me le dire? Coach Charbs. Ouais, ok. Je l'aime beaucoup, c'est juste à ce moment-là, je l'ai pas bien aimé. Ouais. Il était vraiment excité de nous montrer cette technique-là. Et puis, ça a peut-être fonctionné un petit peu trop, trop bon sur le mauvais gars. Ouais, ouais, ça c'était Paul Charbonneau. Il a coaché longtemps aussi, Paul Charbonneau. C'est un très bon entraîneur. Mais c'est des choses qui arrivent dans le football. Écoute, je vais te parler un peu de 2023. Je trouve que tu as connu une très bonne saison, mais tu as atteint un autre niveau en playoff. Tu sais, si je me trompe pas, je pense que tu as élevé ton jeu d'un cran ou deux. Et pour un gars, encore, je parle de l'âge, mais pour un gars tu sais, qui rentre, qui joue sa 13e saison. L'an prochain, ça va être ta 14e. Comment tu as fait? Comment tu te prépares pour être à ton pic quand ça compte au mois de novembre? Parce que c'est pas facile après une saison de 18 games. Honnêtement, c'est vraiment fou juste le vouloir plus que les autres. C'est quelque chose que c'est dur à expliquer. J'ai aussi dit, moi, il y a souvent des coachs qui vont dire il faut pratiquer comme on joue. Et je crois à ça, oui, côté mental, tu sais, parce qu'on peut pas vraiment frapper comme on frappe dans une game pendant nos pratiques. Mais tu sais, faut jouer. Quand on joue une game, je pense qu'il faut monter le niveau. Il faut être capable de, comme on dit, flip the switch. Parce Mhm. que il faut avoir une énergie de plus. Et puis je pense que je pense qu'on a perdu contre Toronto, puis après ça, on a gagné 8 de suite, quelque chose de même. Mais je pense que dès ce point-là, je pense qu'à tous les semaines, je pense que tout le monde craquait ça de 1 ou 2%. Fait que, tu sais, si tu mets ce 1 ou 2% là pendant des semaines et des semaines, là, c'est rendu méchant bon. Puis je pense que tous les gars, ils ont levé leur niveau de jeu. Je pense pas, on se parle en ce moment, tu sais, oui, le petit vieux monsieur qui a craqué ça, mais je pense que c'est l'équipe au complet, puis c'est l'énergie qu'on avait, puis on s'aidait entre nous. C'est vraiment quelque chose qu'on a vécu que je trouve spécial. Et puis, on parle souvent des championnats, mais c'est le vestiaire, c'est le caractère des gars, c'est le nouveau culture qu'on a bâti qui nous a aidé à atteindre ce sommet-là. Fait que je pense qu'on l'a fait tout ensemble, pas juste côté personnel. C'est sûr qu'il y a beaucoup de moments spéciaux que tout le monde, tu sais, moi, à l'intérieur, les partisans à l'extérieur ont vu en 2023, tu sais, la séquence de victoires de 8 games, tu sais, battre Toronto à Toronto en finale de l'Est, gagner la Coupe Grey de cette façon-là, c'est très dramatique. Mais y avait-tu un moment
pendant la saison, pendant la série, dans les coulisses, qui sera toujours spécial pour toi, quelque chose que peut-être qu'on n'a pas vu? Je pense qu'il y a eu plusieurs moments. Il y a eu des moments du début de la saison jusqu'à la fin. Mais je me rappelle, pour moi, sur le plan personnel, je me rappelle, c'était avant les séries. J'ai rêvé que je tenais la Coupe Grey au-dessus de ma tête sur le stage, mais j'avais pas de gilet, j'avais pas de couleur. Fait que je savais pas c'est quoi que, tu sais, comme je voyais juste comme ma tête puis la coupe. Et puis j'étais comme, je sais qu'on va gagner, mais je savais pas comme quelle couleur gilet on allait porter. Mais pendant que les semaines passaient, là, quand on a battu Toronto, et puis on allait à la Coupe Grey, cette semaine-là, avant de partir, je pense que c'était le lundi soir, j'avais parlé avec notre entraîneur d'équipement, Dave, puis il m'avait dit, ah, on porte du bleu. Mais ce soir-là, cette nuit-là, quand j'ai j'ai fait mes beaux petits dodos, j'ai Ben non, rêvé que j'étais en bleu. ben Fait que non. je l'ai pas compté à personne parce que tu sais, c'est des affaires que tu sais, moi je crois que tu sais, j'ai vu quelque chose dans mes rêves puis tu sais, je vais le garder à moi puis on va s'assurer de le faire. Mais j'ai rêvé que j'étais en bleu, que j'étais dans la Coupe Grey. Et puis, on a vu à la fin, regarde, on a gagné la Coupe Grey, puis j'ai des bons souvenirs que je tiens la Coupe Grey. J'ai été chanceux, j'ai été le premier à le lever sur le stage en avant de la foule. Puis c'était, il y avait rien qui allait nous arrêter de gagner ce match-là, de gagner la Coupe Grey. Et puis là, quand je dis ça, je dis, j'ai eu un autre moment pendant la game contre Toronto, quand Toronto venait juste de faire un toucher, puis on a eu le retour touché par Letcher. Quand c'est arrivé, j'étais sur les lignes des côtés, puis encore là, j'ai dit, il n'y a rien qui va nous arrêter de gagner. C'est juste des petits moments, des petits flashs comme ça. Je pense que moi, j'étais sûr qu'on allait gagner. J'avais beaucoup de confiance. C'est sûr qu'on peut juste contrôler ce qu'on contrôle, mais il y avait des petits moments un petit peu ici et là. Et puis, non, non, c'était une année incroyable. Mhm. J'imagine que c'était spécial. Tu sais, avais joué avec Luc Brodeur-Jourdain, vous étiez coéquipier longtemps. Là, c'est rendu ton entraîneur de position. Peux-tu me donner une histoire de Luc que j'ai jamais entendue auparavant? Ça, c'est une bonne question, ça. Oh mon Dieu, non, ça fait longtemps que moi puis Luc, on est des chums. Euh, des histoires. Mais regarde, quelque chose que j'ai vécu spécial avec Luc, c'est en 2010, on était à Edmonton pour la Coupe Grey. Et puis, on a été s'acheter des cigares. Puis c'était des Partagas numéro 2. Puis on s'en souvient jusqu'à aujourd'hui, c'était quoi le marque de cigare. Puis on a eu la chance de fumer ça ensemble. Mais cette année, on a été chercher des cigares encore. Malheureusement, mais moi, j'ai été chercher les cigares. Il était pas avec nous. Il était en réunion de coach. Il y avait pas des, des Partagas numéro 2. Fait que c'était comme des Monte Cristo numéro 2. Oh. Alors, quand que je l'ai vu après la game, on s'est juste regardé puis on s'est mis à pleurer comme deux gros bébés parce que tout le travail qu'on a mis, tu sais, pendant là, on regarde c'était 13 ans, tu sais, tout le travail qu'on a fait ensemble depuis des années, on dirait que ça s'est tout sorti, les émotions ils ont sorti puis on a pleuré un bon petit 30 secondes ensemble. Puis après ça, dans le vestiaire, on a fumé nos cigares ensemble. Puis tu sais, ça, c'est des moments inoubliables que je vais souvenir le restant de mes jours. Parce que toutes les autres histoires, là, regarde, je peux peut-être pas sur un podcast. Non, c'est un podcast de famille, hein, Christian, donc C'est ça. on peut pas tout dire, mais ça, c'est une belle histoire quand même. Tu sais, vous aviez une belle relation. Puis des fois, j'imagine que ça peut être bizarre, tu sais, un ancien coéquipier qui devient ton coach, mais tu sais, on dirait que Luc, oui, il a le respect des gars en tant que coach, mais tu sais, il a pas changé tant que ça. Tu sais, je trouve que quand il a joué, mais toi aussi, je trouve que tu es un peu un coach aussi, mais quand il a joué, on dirait qu'il était déjà coach. Mais moi, je pense qu'il arrive avec tous les joueurs, les vétérans. Tu sais, on apprend tous les années, mais on a des opinions aussi, puis on voit comment se développe un jeu, et puis on est capable d'en parler un petit peu plus ouvertement. Luc, ces dernières années, honnêtement, c'était comme un coach, parce qu'il y avait tellement de vécu sur le terrain. Puis côté intelligence, côté comment qu'il voit
les jeux de football, comment qu'il voit la game au complet, comment qu'il est capable de faire ses breakdowns du game, le premier quart, deuxième quart, si on est sur la ligne de 10, si on est sur la ligne de 50, tu sais, il est capable de euh, tout à regarder puis savoir c'est quoi les tendances, mais il faisait ça en tant que joueur. Fait que là, il était rendu coach, puis il faisait la même chose, puis il était avec ses chums, on s'amuse, on a beaucoup de respect pour lui. C'est un gars qui travaille énormément fort pour nous préparer à tous les semaines, et puis honnêtement, je peux pas demander un coach meilleur que Luc. Et puis j'en ai eu plusieurs pendant mes années ici à Montréal. Puis honnêtement, Luc, c'est un des coachs qui va nous préparer le plus. Et puis c'est ça qu'on apprécie. Tu sais, il va être franche avec nous, il va nous dire nos erreurs, mais en même temps, c'est pas un coach qui va nous crier après. Tu sais, c'est un gars qui l'a vécu dernièrement, fait qu'il sait comment nous joindre aussi. Fait que non, c'est vraiment spécial. Et puis maintenant, on a aussi Dave Brown qui est rendu assistant au line. Fait que ça va être intéressant, par contre, mais on a beaucoup de respect pour lui aussi. C'est un gars aussi, côté, il est très intelligent avec le football, mais en même temps, il est encore jeune. Fait que lui, on va s'amuser avec un peu. Ouais, mais premièrement, une chance, tu sais, Luc, très bon, puis en plus, t'as pas blessé encore. Deuxièmement, Dave Brown, c'était mon invité sur le balado anglais qui sort tous les mardis. Donc, pour ceux qui l'ont manqué, puis vous connaissez pas Dave Brown, vous pouvez écouter ce balado-là. Il a conté une drôle d'histoire de toi. Oh oh. Il a mentionné, j'ai demandé. J'ai dit, tu sais, parle-moi un peu de Christian. Je veux une histoire que j'ai jamais entendue. Puis lui, il avait mentionné son premier départ en 2021, c'était le match d'Action de grâce contre Ottawa. Puis il a dit qu'il était tellement nerveux, puis tu lui as tellement aidé, puis le calmé. Mais vous étiez brûlé à la fin de la game, là. Tu sais, c'est une grosse game, vous avez gagné en fin de match. Je pense que c'est Matthew Schultz qui est rentré après que Vernon Adams s'est blessé. Puis vous étiez les deux assis dans vos casiers. Puis vous étiez été assis, puis tranquille, puis vous aviez pas beaucoup d'énergie. Puis lui, il m'a dit que tu as demandé le score, combien de points vous aviez marqué. Puis lui, il t'a dit 20 points. Puis là, tu t'es mis debout, puis tu t'es mis à crier, puis vous avez compté les points en français. Puis là, t'es retombé dans ton casier, puis t'avais pas ben d'énergie, puis tu disais, ah là, il faut que je retourne chez nous, il faut que j'aille faire coucher les enfants, puis il comprenait pas où t'as trouvé cette énergie-là. Ok, ouais, je m'en souviens. Ouais, ok. Non, regarde, c'est sûr que cette game-là, c'était une game qui avait beaucoup d'émotions. Puis tu sais, tu sais, quand on fait notre premier départ, tu sais, on va être nerveux. Mais moi, je suis un gars qui s'amuse. Moi, je m'amuse tout le temps quand que je joue. Fait que moi, tu sais, j'essaie de rire, je fais des jokes. Tu sais, on fait un petit speech avant la game où ce que je suis un petit peu intense, mais tu sais, tout de suite après, tu sais, je suis calme. Fait que je pense que je l'ai aidé un peu juste pour le calmer, mais il a super bien joué. Mais je me rappelle, oui, la fin de la game, on était épuisés. Je pense que je me suis frappé le bonnet une couple de fois aussi vers la fin de la game. Alors, j'étais un petit peu fatigué, peut-être, j'avais peut-être un petit peu mal à la tête. Puis non, non, je m'en rappelle pas de tout, mais je me rappelle que j'ai été très intense. J'étais super fier des gars. Je pense que notre defense, il a joué, ils ont joué une super bonne game. Puis je faisais juste dire comment que eux autres ils ont tellement dominé. Puis à la fin, je me suis juste écrasé dans mon casier. J'étais tellement épuisé, j'avais plus d'énergie. J'avais tout donné sur le terrain. Puis là, c'est ça. En effet, je dis là, il faut que je retourne à la maison. Tu sais, à l'extérieur du football, on est papa, on est mari. Tu sais, il y a une maison, il faut retourner. Puis les enfants se lèvent de bonne heure la journée après. Fait que ils m'ont tout regardé, les jeunes qui avaient pas d'enfants, puis ils ont dit ah ouais. Tu sais, comme eux autres, ils allaient juste y aller dormir jusqu'à euh, à l'heure du lunch la journée après. Fait que c'est différent quand on est papa, c'est différent quand on est vétéran. Mais non, je m'en souviens très bien. Mais ça, c'est des beaux moments, puis c'est des souvenirs qu'on va avoir à vie ensemble. Puis c'est ça qui est spécial avec le football ou avec le sport en général. T'sais, c'était pas un championnat, c'était juste une game, comme tu te dis, d'action de grâce, puis on va s'en souvenir. Oui. Je sais que c'est un peu plus longtemps que je t'ai mentionné en entrevue, mais j'ai une couple d'autres questions pour toi si ça te dérange pas, Christian. Tu parles de tes enfants. J'ai rencontré tes enfants à la Coupe Grey.
ils sont assez vieux pour qu'ils comprennent ce que tu fais dans la vie. Tu sais, parle-moi de est-ce que c'est un peu ça qui te motive de continuer à jouer parce que tes enfants, ils comprennent ce que tu fais et le fait d'avoir vécu ça avec ta femme, tes enfants, tu sais, gagner un championnat à Hamilton avec ta famille, tu sais, parle-moi un peu de comment c'est spécial pour toi, ces moments-là. Je pense que ça me motive parce que il y a beaucoup de gens que ils ont pas des enfants ou ils sont pas capables de jouer assez longtemps que leurs enfants vont se souvenir d'eux autres en tant que joueurs de foot. Alors, je suis très choyé, je suis très chanceux que j'ai eu la chance de jouer tu sais, les années que je joue en ce moment et que eux autres, tu sais, à 8 ans puis 6 ans, ils vont avoir 9 ans puis 7 ans, euh, Mhm. ils vont s'en souvenir le restant de leur jour de la Coupe Grey. Tu sais, ils ont vécu Green Day au mi-temps, ils ont vécu Papa qui a gagné la Coupe Grey, puis c'est des moments inoubliables. Et puis, pour moi, c'est spécial. Ma femme était là, tu sais, on se voit après la game sur le terrain, tu sais, on se jasait même avant la game, tu sais, mais vraiment après la game, ensemble sur le terrain, je pense que mon frère il était là, mes beaux-parents étaient là. C'est juste des moments qu'on veut revivre de plus en plus parce que c'est pas quelque chose que tout le monde est capable de vivre. Ça, c'est des moments spéciaux. Il n'y a pas grand gens qui vont gagner la Coupe Grey plus qu'une fois, ou s'ils le font plus qu'une fois, leurs familles sont pas nécessairement là. Fait que pour moi, c'était quelque chose que j'ai adoré. C'était mes côtés émotions, mais je pleurais comme un bébé parce qu'ils étaient tous là. Puis c'est les gens qui me supportent le plus. C'est ma famille, ils font tout pour moi pour que je sois capable de faire ce que je fais. Et puis c'était vraiment spécial. Et puis je pense que quand on a des jeunes enfants, on veut les montrer que, tu sais, comme quand t'es père, tu veux être le super-héros de tes enfants, mais tu veux les montrer que tu es capable d'en faire plus. Et Mhm. puis, juste les montrer que si on travaille fort, tu sais, si on nous donne une chance, euh, au moins on se donne une chance de vivre des rêves. Et puis, je veux vraiment que mes enfants voient ça, puis que eux autres aussi soient capables de faire ça dans leur vie. Et dernièrement, Christian, la saison morte, tu sais, ça a l'air de quoi pour toi? Ah, moi, c'est tranquille la saison, la saison morte. On est tellement occupé pendant la saison qu'on n'a pas beaucoup de temps en famille. Oui, on a des journées off, on a des bye week, mais tu sais, c'est pas comme des emplois traditionnels. Nous autres, c'est vraiment achalandé de mai jusqu'en novembre. Alors pour moi, c'est vraiment de passer le plus de temps possible en famille, faire de la glissade, de jouer dehors. Je fais le pick-up, le drop-off pour l'école avec maman. On fait en famille. Je passe beaucoup de temps avec ma femme. On est chanceux. Ma femme est femme au foyer, fait qu'elle elle nous fait de la bonne bouffe à tous les jours. Elle prend soin de nous. Et puis, c'est vraiment juste de passer du bon temps. Puis, parce que la bouffe est tellement bonne, on met un petit peu de poids, mais c'est bon parce que on fait nos entraînements de la saison morte. Fait que c'est bon. Puis honnêtement, c'est de passer du temps en famille, puis faire les workouts qu'on a à faire, puis se préparer côté physique, mais aussi mental pour la saison. Parce que la saison, elle peut être longue et puis faut être prêt. Et puis maintenant, on a hâte, là, on travaille fort, puis on a hâte de retourner sur le terrain en mai. Tu salueras la famille pour moi et prends soin de toi. J'ai hâte de vous voir. Ouais, merci beaucoup, Joey, n'importe quand. Merci encore une fois à Christian Matt qui est assez gentil pour être avec nous pendant une bonne vingtaine de minutes. Écoute, c'est tout un joueur. Il a connu des séries éliminatoires là, incroyables. Il a vraiment joué à un haut niveau. Donc, félicitations encore une fois. Christian Matt revient pour une autre saison. Pas une dernière saison, moi je suis pas prêt à dire ça parce qu'il joue du bon football. Donc à 38 ans, deux coupes Grey, joueur étoile sur l'équipe de l'Est deux fois, toute une carrière pour Christian Matt. Ça va faire 14 saisons et ce qui est intéressant, c'est que le record de la concession des Alouettes, c'est 16 saisons. C'est Anthony Calvillo qui en a joué 16 et Scott Flory est deuxième avec 15 saisons de jouer. Christian Matt, à 14 saisons de jouer, vient de rejoindre Peter Dallariva au troisième rang de la concession. Donc, des statistiques intéressantes. Est-ce qu'il va jouer deux autres saisons? Est-ce qu'il va en jouer trois? Je sais pas. Mais pour le moment, Christian Matt sera à son poste pour la saison prochaine. Donc, c'est tout le temps qu'on a pour cet épisode du podcast. S'il vous plaît, laissez-nous un commentaire. Abonnez-vous
euh, au podcast. Comme j'ai mentionné un peu plus tôt, il y a une version anglaise qui sort avec des invités différents tous les mardis, et le balado français sort tous les jeudis, et c'est pas le même contenu. Donc, si vous êtes partisan des Alouettes ou partisan de la Ligue canadienne de football bilingue, vous avez deux épisodes du podcast par semaine. Si vous êtes uniquement français, vous parlez pas anglais ou vous comprenez pas l'anglais trop, c'est bien correct. On vous êtes couvert avec un beau balado tous les semaines. And obviously, if you speak English and French, you get the podcast in English and French every Tuesday and Thursday. Donc, merci beaucoup tout le monde. Je vous rappelle qu'on a des billets, des forfaits de 3 et de 5 matchs disponibles sur notre site goalsgo.com. Vous pouvez déjà choisir vos matchs pour vos abonnements. Donc, faites ça, visitez le goalsgo.com. J'ai hâte de vous voir au stade la saison prochaine. Le camp d'entraînement, ça arrive tranquillement, pas vite, au mois de mai, mais ça va arriver très bientôt. Et évidemment, la grosse date qui s'en vient, c'est le 13 février. Le marché des joueurs autonomes va s'ouvrir à midi. On va sûrement parler avec le directeur général Danny Machocha avant que le marché ouvre. On va voir, on va essayer de trouver des petits secrets s'il y a des joueurs sur le marché qui vont leur intéresser. Donc, merci tout le monde. Passez une bonne fin de semaine et on se reparle la semaine prochaine.